Bienvenue sur Classique en lecture. La grammaire de Mademoiselle Lily de Jean Massé, lu par Ezoa. 1. Une envie de Mademoiselle Lily. Mademoiselle Lily connaît ses lettres sur le bout du doigt. Elle sait lire maintenant dans les livres à images. Mais cela ne suffit plus. Elle n'a pas encore appris la grammaire. On vient de dire à Mademoiselle Lily que la grammaire est pour les grandes demoiselles. Et Mademoiselle Lily se trouve assez grande demoiselle pour la grammaire. Elle demande une grammaire à sa maman. La maman tire de l'armoire un livre mal cartonné, imprimé en toutes petites lettres sur un mauvais papier gris. « Fi, c'est là une grammaire ? Ça n'est pas amusant de lire dans ces vilains livres-là. » 2. La grammaire. Dis maman, est-ce que tu ne pourrais pas me montrer la grammaire sans ton livre ? Je voudrais savoir seulement ce que c'est pour commencer. La grammaire est l'art de parler et d'écrire correctement. Grand étonnement de Mademoiselle Lily, qui parle très bien toute seule, sans grammaire, et qui a fait déjà des bâtons et des ronds sur plusieurs morceaux de papier, aussi sans grammaire. Il faut lui expliquer que dire des mots à tort et à travers, sans les raisonner, comme font Loulou quand il jappe et Mimi quand il miaule, ce n'est pas parler, mais jaboter. Mettre des jambages sur du papier, ce n'est pas non plus écrire. Écrire, c'est y mettre des phrases que l'on a composées soi-même et que les autres puissent comprendre comme s'ils les lisaient dans les livres. 3. Les phrases. Qu'est-ce que c'est des phrases ? C'est la chose du monde la plus simple. As-tu fait ta prière ce matin en te levant ? Oh oui, petite mère, j'ai demandé au bon Dieu d'être bien sage pendant toute la journée pour contenter papa et maman. Eh bien, voilà une phrase et une très bonne. C'est une suite de mots qui s'arrangent ensemble pour nous apprendre, à ton papa et à moi, que notre petite Lily nous aime bien. Il y a beaucoup de mots dans ta phrase. Si tu veux, nous allons les examiner les uns après les autres. Toute la grammaire y tient. Mademoiselle Lily est enchantée de savoir faire des phrases, et des bonnes, des phrases où tiennent toute la grammaire. Elle trouve que la grammaire, c'est très amusant. 4. Le nom. Nomme-moi ce que je vais te montrer. Une table, une chaise, un verre, une carafe, un couteau. Très bien. Comment appelles-tu ce monsieur qui est dans ce portrait ? Papa, Et cette dame que voilà ? maman, Tu connais maintenant le nom. Les mots qui servent à nommer tout ce que l'on voit sont des noms. Papa et maman dans ta phrase sont des noms. Journée est un nom aussi, et pourtant une journée, cela ne se voit pas. Tu n'en sais pas moins ce que le mot veut dire, aussi bien que si cela se voyait. C'est ce qui fait la grande division des noms. Les noms de ce qui se voit et les noms de ce qui ne se voit pas. Trouve-moi des noms de ce qui ne se voit pas. Mademoiselle Lily trouve tout de suite plaisir, chagrin, gourmandise, colère, dimanche. il lui vient tant de noms qu'on est obligé de l'arrêter. On lui apprend qu'il y a aussi des noms propres, appartenant à un seul objet, et des noms communs, qui sont communs à plusieurs. Lily est un nom propre. C'est la propriété de Mademoiselle Lily. Papa est un nom commun. Il est commun à tous les papas. Ces choses-là ne sont pas bien difficiles à apprendre ? S'écrie Mademoiselle Lily en battant des mains. 5. Les nombres et les genres. Ce n'est pas encore fini avec les noms. On leur a donné des nombres et des genres qu'il faut voir maintenant. Ils ont l'air méchants, ces mots-là. Ils ne sont pas méchants du tout. Quand on dit le nez, la bouche, on ne parle que d'un seul objet. Ce sont des noms au singulier. Quand on dit les yeux, les oreilles, on parle de plusieurs objets. Ce sont des noms au pluriel. Le singulier et le pluriel
sont les nombres des noms. Il n'y en a que 2. Il n'y a aussi que 2 genres, le masculin et le féminin. Lily est une petite femme, son nom est féminin. Toto est un petit homme, son nom est masculin. Papa est aussi un nom masculin et maman est un nom féminin. Un petit mot qu'on appelle l'article et qui se met devant les noms sert à distinguer les genres et les nombres. C'est le, la, les. Le se met devant les noms masculins et la devant les noms féminins au singulier. Les devant tous les noms au pluriel, qu'ils soient masculins ou féminins. Mademoiselle Lily demande pourquoi le nez, qui n'est pas un homme, a un nom masculin, et pourquoi la bouche, qui n'est pas une femme, a un nom féminin. Mademoiselle Lily est trop curieuse. Elle veut en savoir plus long que sa maman. C'est comme cela et il faut s'en arranger. Si c'était autrement, il n'y aurait pas de raison non plus à en donner et à en demander. 6. L'adjectif. Le nom a un camarade qui lui tient bien souvent compagnie. C'est l'adjectif, appelé ainsi parce qu'il s'ajoute ou s'adjoint au nom pour lui donner sa valeur. Tant vaut l'adjectif, tant vaut le nom. Voici, maison par exemple. Si la maison est vieille et sale, c'est une masure. Si elle est petite et gentille, c'est une maisonnette. Si elle est grande et magnifique, c'est un palais. Laquelle aimes-tu le mieux de ces 3 maisons-là? Mademoiselle Lily se décide pour la maisonnette, mais elle la veut si gentille, avec tant de chambres pour ses poupées, et un si beau jardin, et des rosiers sur les murs autour des fenêtres, qu'on aurait meilleur marché de lui acheter un palais. Elle a déjà perdu de vue l'adjectif et ne pense plus qu'à construire sa maisonnette. Il faut l'interrompre dans ses combinaisons de bâtisse pour lui apprendre que vieille et sale, petite et gentille, grande et magnifique sont des adjectifs, tous au féminin, parce que maison est un mot féminin. Il y a des gens qui n'ont pas d'opinion et qui sont toujours de l'opinion de leurs voisins. C'est comme cela avec l'adjectif. Il n'a pas de genre à lui et prend toujours le genre du nom auquel il s'ajoute. Tous les adjectifs ont donc un masculin et un féminin et ils passent de l'un à l'autre de bien des manières. Mademoiselle Lily apprendra cela plus tard. 7. Le pronom. Le nom n'a pas seulement un camarade, il a aussi un remplaçant. Ce serait bien fatigant si les mêmes mots revenaient toujours dans la phrase. Si l'on disait par exemple « Mademoiselle Lily veut qu'on donne des confitures à Mademoiselle Lily ». Mademoiselle Lily tourmente sa maman. Sa maman va se fâcher contre Mademoiselle Lily. « Oh maman, tu sais bien que je ne le fais plus. » Ce n'est pas pour te le reprocher, c'est pour te montrer quelle drôle de phrase on ferait si l'on n'avait pas imaginé les pronoms qui se mettent de temps en temps à la place du nom. Comment dit-on? Mademoiselle Lily veut qu'on lui donne des confitures. Elle tourmente sa maman qui va se fâcher contre elle. Lui, elle et qui sont des pronoms. Il n'est pas difficile de les reconnaître. Il y a 3 personnes dans les pronoms et tu comprendras du premier coup ce que c'est que ces 3 personnes quand je te l'expliquerai. Mais cela va venir tout à l'heure, en parlant du verbe. Mademoiselle Lily demande qu'on passe au verbe. Elle se sent tout à fait à son aise avec la grammaire et n'a peur de rien. 8. Le verbe. Tu entendras quelquefois dire d'un homme qu'il a le verbe haut. Le verbe est le nom qu'on donnait anciennement à la parole elle-même. Tu comprends quelle place doit tenir dans la grammaire un mot aussi important. Le roi des mots. Je comprends bien, maman, mais tu ne me dis pas ce que c'est que le verbe et ce qu'il fait dans la phrase. Un moment. Lily est un nom, n'est-ce pas? Qu'est-ce que fait l'adjectif dans la phrase? Il nous dit les qualités de Lily. Et le pronom? Il se met à sa place. Le verbe nous dit les actions de Lily, quand elle mange, quand elle court, quand elle crie.
c'est ce qu'il y a de plus important en elle. Elle aurait beau avoir toutes les qualités, si elle ne s'en sert pas pour bien faire, c'est comme si elle n'avait rien. Alors, quand je dis « j'aime papa et maman », j'aime, c'est un verbe. Tout ce qu'il y a de plus verbe. Ah bien, je connais le verbe maintenant. Je vais tâcher qu'il n'y ait jamais que de jolis verbes à dire de moi. 9. Les 3 personnes. Nous arrivons maintenant à ces 3 personnes que je t'avais annoncées. Quand 2 personnes causent ensemble d'une autre, il y en a une qui parle, une à qui l'on parle, une autre de qui l'on parle. Ce sont là 3 personnes. Le matin, par exemple, quand je t'envoie porter le journal à papa, voici comment les choses se passent avec ces personnes. Je te donne le journal, je suis la première personne. Tu le portes à papa, tu es la seconde personne. Il t'embrasse pour la peine, il est la 3e personne. Mais, maman, si le journal tombe et se salit, je dirai de lui en le donnant à papa, il est tombé. Un journal, ce n'est pourtant pas une personne. Tu as raison, mais c'est tout comme. Tomber, c'est une action. Et tout ce qui fait l'action exprimée par le verbe est considéré comme une personne. Maintenant, je n'ai pas besoin de te dire que je, tu et il sont des pronoms. Tu auras vu tout de suite qu'ils remplacent des noms. Ils sont là pour maman, Lily et papa. 10. Les 3 temps. Il y avait une fois une petite fille. Elle n'était peut-être pas la seule, qui n'avait pas 2 liards de tête. Elle ne prenait garde à rien de ce qu'elle faisait, ne savait plus rien de ce qu'elle avait fait, ne s'inquiétait de rien de ce qu'elle avait à faire. Allait-elle à la promenade, par exemple, elle s'éclaboussait partout, ne regardant jamais à ses pieds. Elle perdait tout, ne se souciant jamais de ce qui pouvait se passer derrière elle. Elle se heurtait à tout en ne regardant jamais non plus devant elle. Une fée qu'il aimait beaucoup lui donna 3 petits amis chargés de l'accompagner en tout lieu. Le premier, qui marchait à ses côtés, la conduisait par la main. Le second, qui la suivait, ramassait ce qui traînait où elle avait passé. Le troisième, qui allait en avant, écartait les obstacles placés sur sa route. De cette façon, tout allait bien pour la petite fille. Et par reconnaissance, quand plus tard on imagina le verbe, elle y fit mettre ses 3 petits amis qui y sont encore. Ce sont le présent, le passé et le futur. Je fais, j'ai fait et je ferai. On les appelle les temps du verbe. Ils ont 3 petites femmes, ces 3 petits amis. Ce sont l'attention, la mémoire et la prévoyance. Mets-toi bien ces 3 choses-là dans la tête et tout ira bien pour toi. Mademoiselle Lily est très contente de connaître le présent, le passé et le futur. Elle se promet bien d'être à l'avenir pleine de respect pour eux et pour leurs 3 petites femmes, l'attention, la mémoire et la prévoyance. 11. Les modes. Les verbes n'ont pas seulement des temps, ils ont aussi des modes. Mademoiselle Lily ouvre de grands yeux en entendant parler de ces modes. Ses grandes amies lui ont appris déjà ce que c'est qu'une faiseuse de mode. Elle demande en riant si c'est la même chose. Et voyez comme c'est drôle, il se trouve que c'est justement la même chose. Mode signifie manière. Les modes de la faiseuse de mode sont les différentes manières de s'habiller. Les modes du verbe sont les différentes manières d'exprimer l'action, de dire comment on agit. Tantôt on dit simplement que l'action a lieu, qu'elle a eu lieu ou qu'elle aura lieu. C'est le mode indicatif. Tantôt on commande de la faire. C'est le mode impératif. Tantôt on la déclare déterminée par une prière, une crainte, un désir, n'importe quoi. C'est le mode subjonctif.
Ainsi, dit mademoiselle Lily. quand je mange des bonbons, c'est l'indicatif. Quand je dis à Toto, mange ces bonbons-là, c'est l'impératif. Quand je te dis, j'ai bien envie que tu me donnes des bonbons, c'est le subjonctif. Tout juste. Tiens, en voici un pour la peine. Un bonbon, pas un subjonctif. 12. L'infinitif. Arrive mademoiselle Charlotte, une des grandes amies qui ont révélé l'existence de la faiseuse de mode. On lui apprend d'une voix triomphante qu'on connaît les autres, les modes du verbe. Je mange des bonbons, mange des bonbons, je veux que tu manges des bonbons. Je veux bien aussi, dit Charlotte, et la maman lui en donne un pour ne pas faire de jalouse. Mademoiselle Lily étale ses connaissances. 3 personnes, 3 temps, 3 modes, tout va par 3 dans le verbe. Charlotte est une jeune personne très instruite. manger des bonbons, S'écrie-t-elle la bouche pleine. qu'est-ce que c'est? Voilà un mode qu'on ne connaissait pas. Il s'appelle l'infinitif. Celui-là, c'est tout simplement l'action elle-même, désignée par son nom, sans dire par qui elle a été faite, ni quand. Il y en a un exemple dans la jolie fable de La Fontaine, le savetier et le financier. Et le financier se plaignait que les soins de la Providence n'eussent pas au marché fait vendre le dormir comme le manger et le boire. Dormir, manger et boire, qui s'emploient ici comme des noms, sont des infinitifs, un nom qu'on t'expliquera plus tard avec ceux des autres modes. Mademoiselle Lily a un peu de peine à se faire entrer tout cela dans la tête, mais c'est une fille d'esprit. L'infinitif entrera. 13. Le participe. Si nous passions au participe, Dit Charlotte la savante qui n'a plus rien dans la bouche. Elle est très forte sur le verbe, l'amie Charlotte? La maman en profite pour aller voir ce qui se passe à la cuisine et lui laisse la leçon à continuer. vois-tu, le participe est un mot qui est gentil comme tout, un mot d'attrape. Tu crois que c'est un verbe? Pas du tout, c'est un adjectif. Tu crois que c'est un adjectif? Pas du tout, c'est un verbe. C'est un adjectif dans le verbe, c'est l'adjectif du verbe, comme l'infinitif en est le nom. Tu devrais m'en montrer des participes pour que je comprenne. Eh bien, tu te rappelles le prince charmant que je t'ai conté l'autre jour? Charmant, c'est bien un adjectif, il n'y a pas à dire. Prends un peu le verbe charmer. Tu y trouveras le participe présent, charmant. Ma petite Lily me charmant par sa gentillesse, je l'embrasse sur les 2 joues. C'est toi qui es bien gentil. Pourquoi dis-tu le participe présent? Parce qu'il y en a un autre, le participe passé. Avec une révérence. Je suis charmée, mademoiselle, d'avoir l'honneur d'être de votre compagnie. Charlotte veut expliquer que le participe s'appelle ainsi parce qu'il participe à la fois du verbe et de l'adjectif. Le verbe participer est bien gros pour mademoiselle Lily. L'explication en reste là. 14. Les verbes auxiliaires. Veux-tu que je t'apprenne maintenant les verbes auxiliaires? Ce n'est rien du tout à apprendre. Mademoiselle Lily commence à trouver qu'elle en a assez du verbe. Mais on ne peut pas résister à Charlotte, qui est une impétueuse. Qu'est-ce que c'est donc que les auxiliaires? Tu sais, le cheval qui attend l'omnibus au bas de la butte Montmartre et qu'on attelle en avant des 2 autres pour les aider à la monter, c'est un auxiliaire. Quand on fait la guerre et qu'on a des amis qui viennent se mettre avec vous pour vous aider à battre les ennemis, ce sont aussi des auxiliaires. Les verbes auxiliaires sont ceux qui aident à conjuguer les autres. Conjuguer? Tiens, on ne t'a pas dit ce que c'est que conjuguer un verbe? C'est mettre bout à bout tous ces modes et tous ces temps.
Je mange, j'ai mangé, j'avais mangé, j'aurais mangé, manger, avoir mangé. Tu vois, on ajoute le verbe avoir au participe passé manger, et cela fait toutes sortes de modes et de temps. Il y en a 2 de ces verbes auxiliaires. Le verbe avoir d'abord, que je viens de te dire, et puis le verbe être, qui s'ajoute aussi au participe passé pour faire le passif. Je suis mangé. Le verbe avoir sert pour l'actif. Je parierais que tu ne sais pas non plus ce que c'est que l'actif et le passif. Mais, ma chère, tu ne sais rien du verbe. Il faut absolument que je t'apprenne l'actif et le passif. Charlotte est terrible. Voilà mademoiselle Lily forcée d'apprendre l'actif et le passif. 15. L'actif et le passif. Prenons la première action venue. Tiens, tout à l'heure, quand je t'ai embrassé. C'est moi qui ai fait l'action, je pouvais dire « j'embrasse ». J'étais l'actif. C'est toi qui as souffert l'action, tu pouvais dire « je suis embrassé ». Tu étais le passif. Mais je n'ai pas souffert du tout. Cela ne fait rien. Passif veut dire qui souffre, qui supporte, qui est le but de l'action, comme actif veut dire qui agit. J'en suis parfaitement sûre, il ne faut pas me taquiner là-dessus. Veux-tu que je prenne un autre exemple? J'ai un bâton et je me fâche avec toi. Je te bats et tu es battu. Tu ne diras pas cette fois-là que tu ne souffres pas. Mais je ne veux pas que tu me battes. Tu es bête. C'est pour te donner un exemple du passif. Je ne fais que semblant de te battre, je te bats pour rire. Vois-tu, dans toute action, il y en a un qui l'a fait et un autre sur qui elle est faite. Je te caresse, tu es caressé. Je te gronde, tu es grondé. Mais quand je dors, personne n'est dormi. C'est vrai, je ne pensais plus à ces verbes-là. Ce sont les verbes neutres. On s'en sert pour les actions qui ne se font sur personne, comme rire, pleurer, grandir et dormir, que tu as trouvées toute seule. Cela me rappelle qu'il y a encore bien des verbes que tu ne connais pas, les verbes irréguliers, les verbes défectifs, les verbes pronominaux. Prudence, la bonne de Charlotte, vient la chercher. Il n'était que temps. 16. L'analyse. Qu'est-ce que Charlotte me raconte, ma pauvre Lily? Elle prétend que tu n'as pas de goût à la grammaire. Écoute, maman, tu as dit que j'avais fait une belle phrase où tenait toute la grammaire et que nous enverrions les mots les uns après les autres. J'aimerais mieux cela. Te la rappelles-tu, ma phrase? Bien sûr, j'y ai eu trop de plaisir pour l'oublier. Oh oui, petite mère, j'ai demandé au bon Dieu d'être bien sage pendant toute la journée pour contenter papa et maman. Nous ne sommes pas sortis jusqu'à présent des mots de ta phrase. Ces noms, tu les as vus? Elle a des adjectifs, petit et sage, un pronom dans « j'ai demandé ». Tu trouves à la fois avec le pronom « je » un participe passé et le verbe auxiliaire « avoir ». Il ne te reste plus que 4 espèces de mots à apprendre. Nous les trouverons aussi dans ta phrase. Et sais-tu comment s'appelle ce que nous faisons là? Eh bien, c'est de l'analyse grammaticale. Tu ne diras pas, j'espère, qu'analyse est un vilain mot. Il est bien aussi beau que lise. L'analyse fait comme la femme de lessive que nous avons eue l'autre jour, qui triait dans le paquet de linge les mouchoirs, les chemises et les bas pour les mettre ensemble. Elle prend tous les mots d'une phrase, espèce par espèce, les appelle par leur nom et les met ensemble. 17. L'adverbe. Tu as demandé au bon Dieu d'être bien sage. Bien. Voilà une espèce de mot que nous n'avons pas encore vu. Celui-là, c'est un adverbe. On l'appelle ainsi parce qu'il s'ajoute au verbe, comme l'adjectif s'ajoute au nom, pour préciser sa valeur. Tu connais le jeu de la marguerite. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout. Tu as là 4 adverbes sur lesquels le pauvre verbe aimer
et ballotté comme un volant sur des raquettes. Ce sont eux qui disent ce qu'il vaut, car tu conviendras qu'aimer passionnément ou bien ne pas aimer du tout, ce n'est plus la même chose. C'est comme notre maison de l'autre fois, qui devenait une masure, une maisonnette ou un palais, selon les adjectifs qu'on lui donnait. Mais, maman, j'ai demandé d'être bien sage. Sage, ce n'est pas un verbe. À la bonne heure! Voilà une petite fille qui fait attention à ce qu'on lui dit. L'adverbe s'ajoute également aux adjectifs et même aux autres adverbes dont il change aussi la valeur. Plus et moins sont des adverbes. Il est clair que ce n'est pas non plus la même chose d'être plus sage ou moins sage, de se conduire plus sagement ou moins sagement. 18. La préposition. On veut passer à la préposition, mais cela devient trop long. Mademoiselle Lily ne tient plus en place. Elle trotte à travers la chambre, se cache derrière le rideau, fait des petites mines devant le miroir, va chercher les papiers qui sont sur la table, demande à sa maman de jouer avec elle. Son papa, qui entre là-dessus, demande grâce pour elle. À travers, derrière, devant, sur, à, de, avec, pour, tous ces mots-là sont des prépositions. Si mademoiselle Lily avait eu un peu de patience, on lui aurait montré qu'il y avait aussi une préposition dans sa phrase. Il y en avait même deux, pendant toute la journée et pour contenter. Les prépositions, qui font peur aux petites filles, sont pourtant des mots bien utiles. On les place devant les autres mots, c'est de là que vient leur nom, pour marquer les rapports qui existent entre eux et ceux qui les précèdent. Quand on dit « Lily est la petite fille de papa », ce petit mot de rien du tout marque le rapport qui existe entre fille et papa. Ce rapport-là, c'est que Lily appartient à son papa. 19. La conjonction. Ce serait pourtant dommage d'être allé si loin dans la grammaire sans aller jusqu'au bout. Il ne reste plus à voir que deux pauvres petits mots, la conjonction et l'interjection. On ne peut pas finir sans les avoir vus. Il y a un bien joli jeu auquel on n'a pas joué depuis longtemps. C'est d'aller en voiture sur les bras de papa. Le papa se baisse en avançant les bras. « Ah, je te tiens, ma petite conjonction !»« Je ne suis pas une conjonction, » dit mademoiselle Lily. « Vous en êtes une, mademoiselle, et meilleure que toutes celles de la grammaire. » Qu'en dit maman? Tu te rappelles, Lily, la fin de ta phrase? Papa et maman? Et est une conjonction qui unit papa et maman dans la phrase. Et c'est toi entre nous deux, mon amour. Le papa et la maman s'embrassent sur les joues de Lily, qui trouve que c'est très gentil d'être une conjonction. 20. L'interjection. Allons, maintenant c'est fini. Mademoiselle Lily vient d'apprendre que le dernier mot de la grammaire est précisément le premier de sa phrase « Oh oui, petite mère !» et que de cette façon-là, ils y sont tous. Elle est toute fière d'avoir fait d'un coup une si belle phrase avec tant de choses dedans. Mais que lui a-t-on dit, grand Dieu, de l'interjection ou de l'exclamation, comme on l'appelle aussi? Mademoiselle Lily était bien petite quand on a bombardé Paris. Pourtant, elle se rappelle encore les « boum, boum » que cela faisait. Quelle figure inquiète avait sa mère quand le bruit venait de leur côté, et comme elle a caché sa petite Lily dans ses bras une fois que le « boum » est parti juste dans la maison. Elle est très fâchée contre l'interjection en entendant dire que c'est la bombe des mots. Un mot qui vient de temps en temps tomber au milieu des phrases qu'il remplit de tapage. Fi, le vilain! Mademoiselle Lily déclare qu'elle ne veut plus faire tant d'exclamations, qu'elle ne criera plus tant de « oh » ni de « ah ». Mais bah, y pensera-t-elle? Promettre et tenir sont deux pour les petites filles, et pour bien d'autres, hélas.
21. La ponctuation. Écoute, mon petit papa, je sais maintenant toute ma grammaire et je fais des phrases qui sont très bien. Si tu veux, je te ferai une lettre, une grande, que le facteur t'apportera. Tu me donneras un timbre pour mettre dessus. C'est cela, et je te répondrai, et le facteur t'apportera aussi ma lettre. Cela va bien nous amuser. Mais pour écrire une lettre, il faut encore savoir la ponctuation. Est-ce bien difficile, la ponctuation? Ce n'est pas difficile quand on fait attention. D'abord, à la fin de toutes les phrases, on met un point. On peut bien voir quand les phrases sont finies, c'est quand ce qu'elles voulaient dire est fini. S'il y a une exclamation « Ah, que je suis contente !» au-dessus du point, on met une barre comme cela. Point d'exclamation. Si c'est une interrogation, « Es-tu contente ?» on tourne la barre en crochet comme cela. Point d'interrogation. La virgule, le point et virgule et les deux points se mettent entre les différentes parties de la phrase selon qu'elles se séparent plus ou moins du reste. Ne prends pas un air si malheureux. On t'expliquera cela à mesure en te faisant lire tout haut. Il faut s'arrêter un peu quand on arrive à une virgule, un peu plus au point et virgule, plus encore aux deux points, tout à fait quand c'est un point. Maintenant, Mademoiselle Lily peut écrire une lettre à son papa. C'est pourtant bien avantageux de savoir la ponctuation. 22. Mademoiselle Lily demande une grammaire. Il vient un doute à Mademoiselle Lily. Elle se rappelle que Charlotte a eu l'air de dire qu'elle ne savait rien. C'est inquiétant. Au fait, il devait y avoir bien plus de choses que cela dans la grammaire que sa maman lui a montrée. Le livre était encore assez gros et imprimé si fin. Il faudrait regarder au moins ce qu'il y a dedans. On retire encore une fois le vilain cartonnage de l'armoire et l'on essaye de le faire lire. Non, décidément cela ne peut pas aller. Ces grammaires-là ne disent rien aux petites filles. Il faudra en aller chercher une autre chez M. Hetzel. Il a promis de faire une grammaire de la maman, une vraie, où l'on apprendra que cheval fait chevaux, beau, belle, et menteur, menteuse. Et il y mettra tout de même des images, mais des petites, qui ne prendront pas toute la place. Mademoiselle Lily est bien curieuse de voir cela. Classique en lecture vous remercie pour votre écoute. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager. Vous pouvez aussi aider la chaîne à se développer. Pour cela, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche des notifications pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo de lecture. Vous pouvez également me donner vos impressions dans les commentaires. À très vite sur Classique en lecture.